Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par la direction de la recherche du CSTB et dédié à la rénovation. Je m'appelle Philippe Delpech, j'appartiens à la direction de la recherche du CSTB et j'animerai avec Nicolas Naville ce webinaire ce matin. Alors, nous écouterons trois présentations thématiques qui donneront un aperçu des travaux du CSTB sur le thème de la rénovation. Alors, ces trois présentations s'inscrivent dans un domaine d'action stratégique que Nicolas Naville vous présentera dans quelques minutes. Et il détaillera également le contenu des présentations que nous entendrons ce matin. Alors, quelques règles d'usage pour notre webinaire ce matin. Trois présentations d'une durée d'environ 20 minutes et à l'issue desquelles nous consacrerons 10 minutes au jeu des questions-réponses. Donc à ce sujet, vos micros resteront coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions en les rédigeant dans le bloc questionnaire ou questions qui est sur votre écran. Et je les lirai, ou Nicolas, nous les lirons à haute voix de façon à ce que les orateurs puissent y répondre. Voilà, alors je précise également que toutes les questions seront archivées, c'est-à-dire que même celles auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre en séance, nous les y répondrons individuellement a posteriori, directement auprès des personnes qui les auront posées. Alors, je précise également que le contenu du webinaire, le replay, ainsi que les supports de présentation seront disponibles et nous les diffuserons à la fin du webinaire. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer. Donc, dans un premier temps, nous aurons un petit mot d'introduction de la part d'Hervé Charru, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qui nous a fait parvenir un petit enregistrement vidéo. Et donc, voilà, je vous propose de l'écouter. Ça dure quelques minutes. Le changement climatique, la transition énergétique et environnementale, la transition numérique et les évolutions sociétales impactent fortement le secteur du bâtiment et de l'urbain. Cependant, la complexité des enjeux rend leur lisibilité difficile pour les non-spécialistes. Aussi, dans le cadre de la refondation de sa recherche, le CSTB l'a structuré autour de 4 domaines d'action stratégiques, compréhensibles par le plus grand nombre, allant du chercheur aux professionnels du secteur, mais aussi aux usagers et aux citoyens. Une ambition, avec des bâtiments et des quartiers pour bien vivre ensemble. Un impératif, avec des bâtiments et des villes face au changement climatique. Des chantiers, la rénovation, la fiabilisation de l'acte de construire et l'innovation. Des moyens, l'économie circulaire et les ressources pour le bâtiment. Aborder ces sujets nécessite des regards croisés entre les acteurs et les disciplines scientifiques et techniques, à la fois avec une vision spécifique et souvent disciplinaire, et tout autant avec une vision globale et transversale des problématiques. La finalité étant d'apporter des réponses opérationnelles qui se traduiront par des progrès visibles et concrets dans la vie de chacun. Solutions pour réduire notre impact environnemental. Réponses aux nouveaux modes de vie et aspirations des habitants, pour les usages numériques, le plus de services, etc. Les outils et méthodes pour les acteurs de la construction, l'accompagnement à l'innovation. Au-delà de ces feuilles de route de recherche, que vous pourrez découvrir dans le document de référence Vision 2030, le CSTB souhaite présenter des projets de recherche appliqués pour chacun de ces 4 domaines d'action stratégique. Cette démarche s'est engagée avec la journée de la recherche du CSTB du mois de juin en présence de plus de 600 personnes. Elle a été l'occasion d'aborder plus en détail des sujets du domaine d'action stratégique, économie et ressources pour le bâtiment. Avec cet événement fondateur, nous avons initié un cycle annuel en présentiel et il nous a paru pertinent d'organiser plusieurs webinaires thématiques pour vous présenter plus précisément nos feuilles de route de recherche et l'avancement de certains de leurs projets. D'une durée de 2 heures, elles vous permettront de suivre, en fonction de vos centres d'intérêt, l'évolution de ces recherches. Bienvenue donc dans ce webinaire qui vous permettra de découvrir les projets de recherche du CSTB et d'échanger sur les problématiques scientifiques et techniques soulevées. Merci de nous faire part de vos réactions et suggestions, ce qui nous permettra, avec nos partenaires, d'adapter les réponses de la recherche, voire de réorienter nos problématiques. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Naville, donc je dirige l'un des 4 domaines d'action stratégique qui concerne la rénovation, la fiabilisation de l'acte de construire
et l'innovation, au sein duquel s'inscrit le sujet du jour de notre webinaire qui concerne la rénovation. Je vais vous le présenter en quelques minutes, et notamment pour vous montrer comment on y traite cet enjeu de la rénovation. Le secteur de la construction est confronté aujourd'hui à plusieurs défis qui sont traités de manière assez approfondie dans les différents domaines d'action stratégique du CSTB. La décarbonation et la maîtrise de l'impact environnemental, l'adaptation au changement climatique, la résilience et plus généralement faire en sorte que les bâtiments continuent à répondre à leurs fonctions premières et à l'évolution des besoins, l'économie de ressources, la circularité. Le positionnement de notre domaine d'action stratégique est vraiment la question de la mise en œuvre de ces défis. Donc, comment concrètement on va les mettre en œuvre sur le parc existant, d'une part, et dans les constructions neuves, tout en garantissant la fiabilité des constructions. Donc, on est vraiment dans une problématique de mise en œuvre et d'implémentation. Alors, si on regarde d'un peu plus près les enjeux que ça peut présenter, en matière de décarbonation, on parle, et là je vais rappeler des choses que la plupart connaissent, donc de décarboner intégralement les constructions neuves selon le rythme prévu pour les premières années dans le cadre de la RE 2020, de rénover la totalité du parc existant d'ici 2050, ce qui implique grosso modo de multiplier par 10 le rythme de rénovation globale entre aujourd'hui, donc 2024, et 2030. Et au-delà de ça, réduire drastiquement les consommations et éliminer les sources carbonées, parce qu'évidemment, il ne suffit pas de rénover pour que derrière les consommations réduisent effectivement. Alors là, on voit déjà apparaître un premier enjeu de cette recherche, qui est qu'on doit s'inscrire nécessairement dans ces temporalités et la réponse à ces défis sociétaux. Donc la recherche doit à la fois être capable d'accompagner le déploiement rapide de solutions déjà matures ou quasiment matures, mais aussi de préparer la suite et d'accompagner les innovations plus profondes de la manière de construire qui nous permettront d'atteindre les objectifs à échéance de 2050. Concernant l'adaptation au changement climatique, donc il s'agit d'adapter les bâtiments et les villes dans un monde à plus 4 degrés en 2100, si on s'en tient à la trajectoire nationale d'adaptation qui a été soumise à consultation l'année dernière par le gouvernement, permettre une résilience aux canicules, aux autres aléas climatiques, préserver le confort, la santé. Un deuxième enjeu pour notre recherche ici, on voit d'emblée que la rénovation ne peut porter que sur les aspects de performance énergétique. On doit embarquer bien d'autres aspects, l'adaptation au changement climatique notamment, et encore d'autres. Donc on doit s'inscrire nécessairement dans une approche multicritère de la rénovation. Et de manière générale, tout cela va se traduire de manière assez rapide par une évolution en profondeur des matériaux utilisés et des manières de construire, avec notamment en matière de matériaux, les biosourcés, les géosourcés et l'économie circulaire. Et ça implique que globalement, l'ensemble des acteurs de la filière doivent être embarqués dans cette transition, dans cette évolution rapide. Et nos travaux doivent traiter l'ensemble des freins et des leviers qui peuvent exister au niveau des différents acteurs, donc pouvoir public, collectivité, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, artisans, mais également les industriels qui proposent des produits, des innovations, et jusqu'aux occupants qui, derrière, utilisent réellement les bâtiments. Donc voilà, quelques enjeux. Pour répondre à cela, on a structuré la recherche autour de 5 grands axes. Le premier axe concerne la connaissance du parc. Donc, connaître le parc de bâtiments au niveau national, au niveau territorial, au niveau d'un acteur, pour mesurer les actions à réaliser sur les bâtiments afin d'atteindre les objectifs. On s'appuie pour cela notamment sur un actif phare qui est produit et publié depuis 2022, qui est la base de données nationale des bâtiments, mais également d'autres approches, une approche par typologie, pour identifier des typologies de bâtiments représentatifs du parc. Et on a un certain nombre de travaux pour consolider, capitaliser les données de connaissance du parc. On a par exemple un projet en ce moment sur l'amélioration de la connaissance du parc tertiaire. La connaissance de la filière, ici, il s'agit vraiment d'être capable d'accompagner la filière dans ces mutations en maîtrisant mieux les freins et les leviers relatifs à ces mutations. Donc, les chaînes de valeur, les coûts, les questions d'emploi, de compétences, de schéma organisationnel. On a notamment un projet en cours dans le cadre du projet GoRénov sur l'évaluation de l'adéquation entre offre et demande de rénovation à l'échelle d'un territoire.
L'évaluation des performances réelles, c'est un sujet que l'on juge aujourd'hui prioritaire et qui constitue vraiment l'un des nœuds actuellement des politiques de rénovation. Et les débats récents dans la presse sur le lien entre DPE et consommation réelle dans les bâtiments nous l'ont encore montré. Donc on doit y être très vigilant et on doit développer des méthodes pour être capable d'attester de cette performance réelle et de donner confiance à l'ensemble des acteurs au moment de s'embarquer dans des travaux de rénovation. Donc le projet phare ici concerne la méthode Sereine, donc de mesure de la performance des enveloppes, mais on a également des travaux d'observatoire des performances, les aspects contractuels avec la garantie de performance, et enfin comment effectivement améliorer cette performance réelle en jouant sur le commissionnement, donc comment on s'assure de la performance à la livraison, et l'implication des occupants sur ensuite la performance en occupation. Le sujet de l'évaluation multicritère des produits de construction fait lien avec les activités technologiques du CSTB, donc en matière d'évaluation et de certification des produits de construction auprès des industriels. Donc là, plusieurs sujets en lien direct avec la rénovation, notamment quelque chose qui mobilise pas mal ces actions de recherche, qui est le sujet de fiabiliser les performances des matériaux bas carbone. Donc, je parlais tout à l'heure du biosourcé, du géosourcé. On a beaucoup de sujets autour de ces questions-là. Et de manière plus générale, on développe des méthodes de mesure et de caractérisation des matériaux et des produits au travers de nos équipements d'essai. Et enfin, le cinquième et dernier axe, réhabilitation multicritère. Donc là, c'est vraiment la mise en musique de tout le reste dans les projets de rénovation à l'échelle du projet, donc avec l'approche multicritère qui vous sera présentée tout à l'heure, la notion de réplicabilité, être capable de massifier la réhabilitation, accompagner des projets démonstrateurs, et également ce travail à l'échelle du parc, donc sur la définition et le pilotage de stratégies de réhabilitation à l'échelle d'un parc. Ah, j'ai été trop vite. Comme ça, il y a un petit décalage. Voilà, c'est cette slide que je voulais. Donc ce matin, on a choisi de vous présenter 3 sujets qui s'inscrivent dans cette feuille de route. Le premier sujet concerne l'échelle, voilà, cette échelle d'un parc de bâtiments, stratégie et trajectoire, et il porte sur la définition et le pilotage de trajectoires de rénovation à l'échelle d'un parc de bâtiments. Il sera présenté par Denise Almeida de la direction économie et ressources et Cécile Deloffre de la direction énergie et environnement. Ensuite, on descendra sur l'échelle du projet de rénovation. Et donc, Laure Vipf et Olivier Grélou nous parleront de nos travaux sur comment conjuguer la qualité des rénovations, donc avec cette approche multicritère, et la massification avec ce défi quantitatif, donc au travers des approches multicritères et de la notion de typologie de bâtiment. Et enfin, on terminera par le sujet de la performance réelle, Arnaud Chalençonnex qui nous présentera les enjeux globalement de mesure de la performance réelle en rénovation. Et je laisse donc tout de suite la parole à Denise et Cécile pour la première présentation. Merci Nicolas, merci beaucoup. On va pouvoir avancer effectivement. Alors, je vais donner le contrôle à Cécile et à Denise. Donc Cécile et Denise, vous pouvez prendre la main sur la présentation si vous voulez. Ok. Voilà. Alors. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette introduction. Et donc, pour commencer cette présentation sur ces sujets qui est assez vaste de recherche autour des trajectoires. Donc, comme l'a introduit Nicolas tout à l'heure, les acteurs, ils sont confrontés aujourd'hui à des différents plusieurs enjeux qui sont liés au parc existant. Donc, on peut citer ici quelques exemples. Donc, les niveaux de vétusté des bâtiments, l'urgence de rénover les parcs d'un point de vue social ou technique pour répondre à des questions comme l'essence de logement, des cadres réglementaires qui sont de plus en plus contraignants pour l'exploitation du parc. Donc, on peut citer des exemples, l'éradication des passoires thermiques, l'interdiction de certains vecteurs énergétiques. On a aussi des enjeux d'adaptation et des conforts d'été qui sont de plus en plus urgents aussi. Des enjeux qui sont exogènes au secteur, donc on peut citer les coûts des énergies qui vont aussi jouer un rôle très important pour orienter des travaux de rénovation.
Les coûts d'investissement, les enjeux de responsabilité, d'obligation ou même d'engagement volontaire pour intégrer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'exploitation, mais aussi au cycle de vie des bâtiments ou des produits, des équipements dans les bâtiments. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres. Donc, l'idée ici, ce n'était pas d'être exhaustive en termes d'enjeux parce que vous savez bien, il y a de multiples enjeux à des différents niveaux. Donc, on voit que toutes ces questions qui existent autour de l'existant, elles montrent un besoin en termes de développement méthodologique pour bien déterminer une stratégie pour la rénovation du parc, donc avec notamment un besoin d'anticipation et planification. Aujourd'hui, on va vous présenter plutôt des travaux qui permettent de répondre aux enjeux de décarbonation du parc. Donc, il y en a d'autres aussi enjeux. Voilà, je pense qu'on peut passer. Est-ce que c'est bon? Oui. Et donc, pour tracer ces stratégies, on travaille avec différents acteurs qui ont des objectifs assez variés. Donc, on peut donner quelques exemples sur les enjeux orientés à la recherche. Donc, la nécessité de mieux connaître son parc et quel est le potentiel pour les faire évoluer, pour les voir, par exemple, une collectivité qui a besoin de connaître les caractéristiques de son parc et quel est le potentiel à les décarboner. Un autre exemple, ça peut être décliner les degrés d'effort pour atteindre un objectif et connaître des ordres de grandeur, donc plutôt à niveau ordre de grandeur, sur les potentiels ou sur l'effort à mettre. Ou peut-être aller plus loin et décliner un objectif en levier opérationnel, décrire quels sont les leviers qu'on peut avoir pour selon un certain nombre de contraintes. Donc, on peut citer par exemple la capacité de se connecter au réseau de chaleur urbain, donc plutôt dans un contexte environnemental urbain. Un budget d'investissement, donc une contrainte économique avec un budget assez limité ou avec un budget bien défini. Aussi des contraintes techniques, comme passer des systèmes sans boucle d'eau chaude à des systèmes avec boucle d'eau chaude. Donc, on a des contraintes où on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voulait faire. Entre autres types aussi de contraintes qu'on peut citer. Il y a des acteurs aussi qui ont besoin de déclencher un plan d'action très précis, d'identifier quels sont les moyens les plus efficaces d'un point de vue carbone à mettre en place en termes d'investissement ou même des ressources humaines, ou également les besoins de monitorer des actions passées et de se certifier que l'avancement il est encore en conformité avec sa planification. Donc aujourd'hui, on travaille avec plusieurs acteurs dans des échelles un peu différentes. Donc, on a des travaux à des différentes échelles géographiques. Par exemple, à l'échelle nationale, on travaille avec la DGEC pour une poursuite de modélisation de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC. On a aussi des travaux avec la DHEP pour la modélisation de la modification des aides à la rénovation. À l'échelle territoriale, on travaille avec des acteurs pour des travaux de prévision, des travaux de rénovation en fonction des aides publiques qui sont mises en place. À l'échelle des collectivités, on a des travaux pour les suivis d'un plan d'action et la comparaison avec un plan climat-énergie territorial, le PSCAET. À l'échelle acteurs exploitants, on travaille actuellement avec Action Logement pour les reporting des activités immobilières du bilan carbone et aussi dans l'accompagnement sur leur trajectoire, sur la définition d'une trajectoire et aussi le pilotage de ces trajectoires. On a aussi des travaux de thèse, donc on travaille en partenariat avec ETH Zurich dans la thèse de Marin Pellan qui s'intéresse à comprendre comment atteindre et décliner la SNBC à l'échelle d'un parc. On a aussi la thèse de Martin Ritt en partenariat avec l'École des mines sur l'évaluation du potentiel de rénovation énergétique d'un territoire dans les cadres de démarches de massification. Donc, dans ces travaux, on développe des différentes méthodologies qui se basent principalement sur 4 étapes qui sont présentées dans cette figure à gauche. Donc, on voit une première étape qui c'est caractérisation du parc actuel. Donc, on a besoin de bien connaître les caractéristiques, la performance actuelle des bâtiments d'un parc. Donc là, on peut avoir, selon l'échelle, différentes méthodes qui sont adaptées à l'échelle appliquée. Après, on a une deuxième étape qui c'est définir un objectif. Donc ça peut être soit l'acteur, il connaît déjà un objectif, soit il a besoin de définir un objectif. Donc ça aussi, il y a des méthodes un peu différentes.
Après, on a une troisième étape, c'est exactement élaborer cette trajectoire. Et pour ça aussi, on a des méthodes, des recherches un peu différentes pour répondre à ces différents besoins. Donc là, par exemple, on peut savoir faire des tests pour voir où qu'est-ce qu'on peut atteindre. Donc, c'est est-ce qu'on atteint ou pas l'objectif, ou après, c'est quoi la meilleure façon d'atteindre mon objectif? Est-ce que c'est plutôt une trajectoire linéaire ou est-ce que c'est une trajectoire optimale? Et puis après, une quatrième étape pour monitorer, justement, regarder, comparer avec les avancements réels, regarder où on est par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà, donc Cécile va vous présenter plus en détail les étapes. Donc, je te laisse. Parfait et bonjour à tous. Donc effectivement, la première étape, c'est la caractérisation du parc. C'est une étape qui est pour nous cruciale puisque plus on va connaître finement le parc, plus on va pouvoir cibler des leviers qui sont pertinents et adaptés. Et plus derrière, on va pouvoir quantifier au plus près leurs impacts sur ce parc. Donc on a une méthode un peu spécifique puisqu'on approche le sujet déjà au travers d'une fusion de plusieurs sources de données. La première donnée source, je dirais, c'est celle de l'acteur, le gestionnaire du parc ou la collectivité, qui a une connaissance très opérationnelle de son parc, qui a souvent déjà agrégé un certain nombre de données. Donc l'idée, c'est de pouvoir exploiter ces éléments. Et pour autant, parfois, il y a quelques lacunes, par exemple des étiquettes DPE qui n'ont pas pu être collectées pour avoir l'ensemble du parc. Et aussi un niveau de finesse dont on a besoin et dont on parlera plus tard, qui est compliqué à collecter pour l'acteur, par exemple la géométrie des bâtiments ou leur performance des parois. Donc c'est là où intervient la BDNB et l'enrichissement qui est permis par la BDNB. Donc la BDNB, c'est la base de données nationale pour le bâtiment qui vient consolider un certain nombre de bases de données sources et qui fait aussi de la prédiction sur un certain nombre de données qui est basée sur de l'IA. L'idée de la BDNB, c'est de venir compléter cette première caractérisation qui est faite par l'acteur et enrichir les éléments. Pour faire ça, la première étape, c'est de géocoder, c'est comme ça qu'on fonctionne. On géocode le parc qu'on étudie, ce qui veut dire qu'on va localiser chacun des bâtiments. Alors ça peut être un territoire géographique, mais parfois c'est un acteur qui a des bâtiments diffus sur le territoire. Donc on va venir soit sur une base de liste d'adresses ou de sirènes ou de géographique, enfin de périmètre géographique, identifier ces bâtiments. Cette étape-là, elle est en cours d'affinage puisque elle est assez complexe pour aller récupérer tous les bâtiments. Il y a des enjeux de méthode et puis il y a des enjeux aussi d'efforts pour bien calibrer les adresses et retrouver tous les bâtiments du parc. Mais une fois qu'on a fait ça, ça permet à l'échelle du bâtiment d'avoir une sorte de carte d'identité avec un certain nombre de caractéristiques. Des caractéristiques générales, l'usage du bâtiment, son année de construction, sa surface, des éléments liés au bâti, sa matérialité en termes de structure, en termes de parois, les systèmes énergétiques qui sont mis en place, mais aussi les enjeux de performance de l'énergie vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis du carbone. Le gisement, puisque dans la BDNB, il y a un petit indicateur de préestimatif de potentiel de décarbonation. C'est un premier élément d'aiguillage qu'il faut affiner ensuite, mais qui peut être intéressant. Et puis aussi, le contexte urbain, il est important pour nous de savoir le bâtiment, quel est son environnement autour, puisque derrière, c'est éventuellement des contraintes, mais aussi des opportunités pour la stratégie de décarbonation. Pour illustrer un petit peu donc les premiers éléments de caractérisation, je vous ai mis quelques exemples qui sont basés sur le parc national résidentiel avec des données issues de la BDNB, mais l'idée c'est de pouvoir justement avoir in fine ces fusions de différentes sources. Pour exemple, là sur l'écran à gauche, on retrouve la distribution du parc par année de construction qui permet de voir un peu comment est construit ce parc et d'identifier un peu le gisement carbone, où est-ce qu'il se trouve, ce qui peut ensuite permettre d'orienter par des typologies de bâtiments certaines actions dans la future stratégie. On peut aussi consolider donc les répartitions des étiquettes DPE, voir où on en est sur le parc, sur les étiquettes les plus basses, mais aussi sur un parc se comparer à une échelle supérieure. Par exemple, si on est bailleur, ça peut être parfois intéressant de se comparer aux bâtiments sociaux et voir un peu comment on se positionne.
dernier exemple qui est le graphique à droite, il est assez important dans les stratégies de décarbonation de comprendre les vecteurs énergétiques. Donc, ce graphique permet de voir un petit peu comment se répartit les vecteurs vis-à-vis des étiquettes DPE et de voir un peu la part d'énergie qui reste à décarboner sur le parc qu'on étudie. Là encore, tous ces éléments sont des exemples et ont pour objectif de mieux orienter, d'éclairer ensuite les choix qui vont être faits dans le cadre de la stratégie de décarbonation. Avant de parler des leviers, on va déjà évoquer les objectifs, pouvoir identifier l'objectif. Et là, je redonne la main du coup à Denise. Et bien, du coup, pour les objectifs, c'est l'objectif, c'est un objectif de réduction d'émissions, mais aussi un horizon temporel qui soit cohérent avec les stratégies de l'acteur. Donc là, soit on connaît déjà cet objectif parce que c'est des engagements qui sont faits auprès des parties prenantes, soit il y a des objectifs qui peuvent être justement conformes à la SNBC ou au PCAET de la collectivité. Donc ici, dans cette image, on voit la relation qu'il y a entre la SNBC et l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment. Donc on voit comment on peut traduire les objectifs SNBC aux activités sur les cycles de vie d'un bâtiment. Donc là, c'est un exemple de calcul pour 2030, un objectif de décarbonation d'une chaîne de valeur du bâtiment qui était justement développé dans les travaux de la feuille de route de décarbonation du cycle de vie du bâtiment. Pour passer à l'étape suivante, donc c'est l'élaboration de la trajectoire. Donc là, au CSTB, j'ai un peu mentionné, mais au CSTB, on développe actuellement des différents modèles pour répondre à des différentes questions de recherche. Donc, un premier type de modèle, il s'intéresse à tester et évaluer des scénarios, ce qu'on appelle les modèles exploratoires. Donc, c'est par exemple pour répondre à une question de type, si les rythmes de rénovation actuels, ils doublent d'ici 2050, quelles sont les émissions qui seront atteintes en 2050? Donc, ce type de modèle permet justement de quantifier l'impact de différents leviers, de collaborer pour tracer une trajectoire commune et ambitieuse, mais aussi réaliste. Et puis après, appliquer des hypothèses qui soient extrêmes aussi pour estimer les potentiels de décarbonation et tester quels sont les leviers activés selon justement l'intérêt de l'acteur. Puis après, un deuxième type de modèle, c'est ce qu'on appelle des modèles d'optimisation qui visent justement à optimiser cette trajectoire. Donc, il va répondre à des questions du type quel est l'investissement le plus efficace sur la rénovation pour atteindre tel objectif. Donc, pour atteindre un objectif, il faut bien connaître cet objectif. Donc là, on va intégrer une approche multicritère, donc notamment les coûts carbone, des questions d'adaptation également. Donc, ça permet de hiérarchiser des leviers, de cibler les bâtiments qui sont prioritaires et donner à la temporalité ce qu'il faut faire dans les temps au cours du temps sur tel ou tel bâtiment, quel geste à appliquer. Et puis, troisième moment, on a un troisième modèle qui c'est ce qu'on appelle le modèle prédictif. Donc, ce type de modèle, il s'intéresse à prédire l'évolution des investissements en rénovation. Donc, il répond à des questions du type si les aides suivent les tendances du passé, que se passe-t-il sur les émissions de 2050 ou 2030 ou à tel horizon temporel, n'importe. Donc, ce type de modèle permet de quantifier les travaux à mener, aussi d'extrapoler les besoins en termes de main-d'œuvre. Donc là aussi, c'est côté de ressources derrière. Et aussi faire une analyse des impacts des aides complémentaires à celles de l'État si on parle des besoins au niveau de collectivité. Voilà, c'est un peu des trois exemples sur des méthodes qu'on développe dans la recherche, dans le cadre de la recherche au CSTB actuellement. Cécile, j'essaye de passer la diapo. Elle la passe. Donc effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans l'intérieur des modèles qui s'appliquent un peu plus à la partie, alors surtout exploratoire, même si ça rejoint la partie optimisation. Donc pour pouvoir élaborer la trajectoire, l'objectif déjà, le premier point d'étape, c'est de pouvoir reprojeter une dynamique de parc. On a un parc existant qui est
exploiter. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il va y avoir des rythmes, des rénovations qui vont être définis, plus ou moins importants, je dirais, selon les orientations et les objectifs. Aujourd'hui, on est centré sur la rénovation, mais c'est vrai que nous, en général, quand on projette la dynamique du parc, donc on y réintègre aussi les enjeux de construction et de démolition, parce que c'est un équilibre avec l'ensemble de ces aspects qui est pris en compte dans la décarbonation d'un parc. Donc, une fois qu'on a cette projection de parc, l'idée ensuite, c'est de voir un petit peu les différents leviers et leurs impacts sur la décarbonation. Alors, je vais essayer juste de passer la slide. Voilà. Donc, sur le parc bâti, on va venir tester des gestes de rénovation qui touchent l'enveloppe, mais aussi les systèmes énergétiques, ventilation. La spécificité de l'approche, et là, ça rejoint donc l'étape 1, on a caractérisé finement le parc avec une approche bâtimentaire. Le but, c'est de maintenant exploiter, je dirais, cette richesse d'informations. Donc, on ne vient pas faire une approche statistique qui viendrait généraliser l'impact des gestes sur tous les bâtiments. Là, on vient vraiment, dans notre méthode, contextualiser l'application de ces gestes et on les adapte selon l'état initial du bâti. Alors, on a l'exemple de l'existant. Si, par exemple, on a sur un bâtiment déjà une ventilation mécanique, on ne va pas venir en remettre une. On part du principe que ce poste répond déjà peut-être à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, on vient dans ce sens adapter. On l'adapte aussi à l'usage et à la typologie. Entre des logements collectifs et des maisons, on n'aura pas forcément le même type de système énergétique, par exemple, qui va se mettre en place. Et puis, on prend en compte le contexte urbain. Si on a un bâtiment qui est à proximité, pour exemple, d'un réseau de chaleur, on va le prendre en compte comme une opportunité qui sera peut-être un bâtiment qui sera à connecter. Inversement, on a des discussions pour pouvoir prendre en compte un périmètre ABF qui viendrait contraindre la capacité de pouvoir isoler son enveloppe, notamment par l'extérieur, voire parfois aussi par l'intérieur. Donc, c'est bien à l'échelle bâtiment qu'on vient tester ces gestes pour quantifier de manière assez fine les leviers et modéliser l'impact d'orientation qu'on prend sur la rénovation. À partir de ces tests qu'on effectue, on va donc pouvoir disposer à l'échelle du bâtiment. Alors, je vais essayer de passer la slide aussi. Voilà. À l'échelle du bâtiment, on va venir pouvoir disposer de plusieurs informations une fois qu'on a modélisé ces gestes. D'une part, savoir si ce bâtiment, a priori, est touché par un acte de rénovation ou pas. Si c'est un bâtiment qui va plutôt être rénové sur la première vague de travaux, donc entre guillemets prioritaire, et ceux qui vont peut-être être à moyen, long terme. Et avoir des informations donc, sur l'état initial grâce à la caractérisation et sur l'état projeté vis-à-vis du vecteur énergétique et du système qui est pressenti en projeté, de l'isolation de l'enveloppe et puis de la performance du bâti, et notamment l'étiquette DPE. Le fait d'avoir donc ces données à l'échelle du bâtiment, on les agrège pour disposer de l'échelle du parc, et ce qui nous permet d'avoir ensuite un certain nombre d'éléments sur la stratégie selon les choix qu'on a fait, par exemple de bouquets de travaux qu'on voulait pousser. Alors, on voit par ici, là, en bas à gauche, on est capable de voir des bouquets travaux, ceux qui vont plutôt sur une rénovation globale qui intègre l'enveloppe système, ceux qui arrivent vers une approche plutôt d'application de changement de système, et ceux qui feraient que l'enveloppe. Donc, l'idée était un peu de voir la répartition de ces travaux au même titre que de par cette approche, on peut de manière temporelle, dans le modèle, visualiser un peu les différents gestes retenus sur la période donnée et comment ça se cadence, et éventuellement comment les gestes s'orientent au fur et à mesure de cette période. Au même titre, on peut… Ouais. Cécile, je me permets de te dire que vous êtes Oui. arrivé au bout de votre temps, donc si tu pouvais conclure maintenant, je pense que ce serait bien. Ok. Donc voilà, donc on peut suivre un certain nombre d'éléments, notamment en termes aussi d'évolution des émissions de gaz à effet de serre au sens global, et aussi suivre le coût marginal d'abattement qui permet de voir un petit peu l'impact des scénarios et où est-ce qu'il y en a peut-être une explosion des différents coûts. Donc c'est des exemples qui permettent de suivre l'élaboration de la trajectoire.
Et du coup, juste pour conclure rapidement, donc la synthèse, il y en a 4 étapes qu'on a un peu détaillées aujourd'hui. Comme perspective, l'idée, c'est qu'on puisse conforter les modèles qui sont en cours de développement, qu'on puisse aussi élargir à l'approche multicritère avec notamment les enjeux de conformité et d'adaptation dans les 3 types de modélisation qu'on fait actuellement. Et puis après, on a des nouveaux partenariats en cours de montage, notamment sur l'approche carbone et aussi multicritères. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va passer au jeu des questions. Alors, peut-être une première question pour commencer. Est-ce qu'il y a une taille maximale de parcs pour lesquels vos modèles sont utilisables? Est-ce que vous avez un élément de réponse? Alors, on n'a pas forcément de limite de taille de parc. Ce qui va se passer, c'est plutôt dans la modélisation qu'on va devoir s'adapter. Si on est sur un parc relativement limité, on va effectivement modéliser tous les bâtiments un par un. Si on arrive à une taille de parc qui serait peut-être qui serait assez importante à l'échelle notamment d'un territoire, voire l'échelle nationale, on va avoir nécessité d'échantillonner. Donc, on va créer des typologies types de bâtiments avec un échantillon le plus représentatif possible du parc, où on va venir tester et déployer notre modèle et ensuite l'extrapoler à l'échelle du parc à l'ensemble. Très bien, merci. Nicolas, est-ce que tu as une deuxième question? Oui, moi je vois une question qui a été posée qui est: est-ce que vos modèles prennent en compte les ETP, les effectifs, les compétences nécessaires pour mettre en œuvre ces travaux? Alors, on a des modèles justement qui permettent d'estimer les besoins en termes d'emploi, en termes de compétences. Mais ça, c'est aussi des leviers des recherches qu'on est en train de développer et d'intégrer, parce qu'on a ces types d'analyse qui n'est pas forcément encore intégré à ces modèles de trajectoire. Donc, c'est pas encore fait, mais c'est un cours et c'est prévu pour 2024. Très bien, merci. Donc, je vois une autre question qui concerne donc l'extraction des données et la question porte sur des critères. Est-ce qu'il y a une méthode d'extrapolation du parc avec des critères définis, des critères particuliers? Alors, la question est un peu sibylline, mais est-ce que vous pouvez amener un élément de réponse à ce sujet? Alors, je ne sais pas si c'était effectivement en lien à la première question sur l'extrapolation du parc. Effectivement, on a des méthodes d'échantillonnage qu'on applique, qui sont des méthodes scientifiques. Alors, ça dépend un peu du parc et de ce qu'on souhaite faire. Alors, je vois la réponse, oui, c'est en lien avec la première question. Donc, c'est vraiment sur cette idée. On a différents. Peut-être, Denis, soit tu auras plus les termes sur des différentes méthodes d'échantillonnage qu'on utilise. Oui, on a des méthodes d'échantillonnage pour justement passer à une échelle trop importante à ce qu'on peut vraiment modéliser. Oui, ça c'est aussi des choses qui sont en cours de développement dans nos recherches actuelles. On a commencé un chantier sur ces sujets l'an dernier et on va continuer à l'exploiter cette année. Donc voilà, c'est des méthodes qu'on développe, qui sont en cours de développement. Voilà. Ok, merci. Nicolas, avais-tu une autre question? On a encore le temps, on a 2-3 minutes. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'essaie d'en prendre une qui soit pertinente et qui n'ait pas déjà été traitée. Mais effectivement, il faudra qu'on propose d'autres réponses par écrit, comme Philippe l'a annoncé tout à l'heure. Une question qui n'est pas la plus facile, mais je vous la pose quand même, sur la question des DPE. Sur les extrapolations faites sur les DPE, quelle prise en compte des incertitudes, et notamment par rapport, et c'est en lien avec les débats que je cite en introduction, les informations qui peuvent sortir comme quoi les bâtiments F et G, par exemple, donc qui ont un DPE F et G, en réalité ont des consommations avant rénovation qui sont pas si importantes que ça, notamment du fait de contraintes économiques des ménages, et donc le gain effectif est plus faible qu'attendu.
Donc voilà, comment prend-on en compte ce genre de réalité ou d'écart entre DPE théorique, consommation réelle dans les modèles? Alors, il y a plusieurs aspects vis-à-vis des DPE. La première chose, parfois, déjà, c'est effectivement une étiquette qui peut être mal calibrée. En plus, on a des versions de DPE qui complexifient, je dirais, la chose. Donc, c'est vrai que dans nos modèles, déjà, la première chose, nous, c'est on remodélise la performance grâce à la caractérisation qu'on a faite, remodélise la performance du bâtiment et il arrive parfois que récemment, j'ai échangé avec un acteur qui me disait, je sais qu'il y a des bâtiments, ils ont des étiquettes qui sont vraiment erronées et pas cohérentes avec la réalité. Donc la première chose, nous, c'est on remodélise et cet initial parfois effectivement montre une différence entre le DPE qu'on a eu comme données et ce qu'on modélise. Et puis après, le deuxième point, effectivement, c'est comment on prend en compte la réalité des consommations, l'éventuel effet rebond après une rénovation, l'importance de l'usage, hein, tout simplement, derrière. C'est vrai que pour l'instant, sur les modèles, en tout cas sur les 2 modèles exploratoires et optimisation, à ce stade, on utilise plutôt les données conventionnelles pour être à peu près calibrés. Mais c'est une discussion qu'on a de savoir comment on peut essayer d'intégrer notamment cet effet rebond ou autre et limiter un peu le potentiel de décarbonation estimé par rapport à la réalité de ce qui va se passer. Je pense que c'est aussi l'avantage de notre approche du monitoring, c'est que on en est au début, mais au fur et à mesure qu'on va monitorer, on va pouvoir apprendre de la remontée terrain entre ce qu'on a projeté et ce qui se passe vraiment et pouvoir calibrer d'autant mieux au fur et à mesure des années le modèle. Très bien, donc on a peut-être juste le temps pour une dernière question avec une réponse très courte. Est-ce que vous pouvez calculer les émissions carbone des bâtiments rénovés dans vos modèles? Oui, c'est exactement ce qu'on fait. On fait exactement ça. Donc, nos modèles, nos simulateurs énergétiques nous permettent justement de simuler des travaux de rénovation à l'échelle bâtiment. Donc, on a les consommations d'énergie après ces travaux de rénovation qui sont appliqués et les émissions associées en exploitation. Donc, justement, un scope 1 et 2, ce qu'on appelle. Il y a aussi sur les scopes 3, donc l'effort qui a été mis pour ces travaux de rénovation, combien c'est les émissions qui sont associées à la production, au cycle de vie des matériaux et équipements qui sont mis en place pour ces travaux de rénovation. Donc, nos modèles permettent de découvrir ces 2 périmètres, exploitation et aussi cycle de vie des produits et équipements. Très bien, merci beaucoup. Mais je crois qu'il faut qu'on conclue cette session de questions-réponses. On n'a pas répondu à toutes les questions, hein, et encore une fois, on reviendra vers vous à l'issue du webinaire. Je pense qu'il faut qu'on avance puisque l'heure tourne. Et donc, nous arrivons maintenant à la seconde présentation de ce webinaire qui sera faite par Laure Vipf et Olivier Gréloux. Donc, Laure et Olivier, si vous voulez, vous avez le contrôle et vous pouvez dérouler vos slides. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, parfait. On va faire cette présentation en 2 temps. Donc, d'abord une rapide introduction, puis après, je vais passer la main à Laure pour présenter notre approche méthodologie multicritère pour la réhabilitation à l'échelle du bâtiment, et puis une ouverture ensuite sur comment étendre cette démarche à l'échelle du parc par l'analyse typologique. Simplement pour vous dire que nous sommes tous les deux dans la division rénovation, donc une équipe qui, comme son nom l'indique, travaille sur une vision globale de la rénovation au sein du CSTB. Global et multicritère, des termes que l'on va entendre beaucoup lors de cette présentation. On travaille sur la définition ou l'évaluation de protocoles opérationnels, de méthodes et d'outils, dont des outils numériques pour les professionnels de la rénovation et de la réhabilitation sur le terrain. Donc, c'est une recherche finalement assez appliquée qu'on va vous présenter là. Et donc, Laure et moi-même copilotons un programme de recherche transverse du CSTB qui s'appelle réhabilitation multicritère. Encore une fois, des mots-clés qui sont tout au long de cette présentation. Alors, on va commencer par des constats. Un premier élément, on parle beaucoup de rénovation. En fait, à notre sens, ce mot aujourd'hui, il recouvre principalement la rénovation énergétique, donc l'objectif de réduire des consommations d'énergie, ce qui se traduit quand même majoritairement par la réduction des consommations de chauffage, si on veut simplifier à l'extrême. Or, en réalité,
Nous, on préfère parler de réhabilitation, c'est-à-dire rendre le bâti propre à son usage, donc en respectant son usage, en respectant ses spécificités architecturales et patrimoniales, et en ayant une vision d'assurer la pérennité de ce bâtiment via cet acte de rénover, de réhabiliter, puisque la rénovation est un acte lourd, potentiellement, hein, si elle est multilo. On rénove quand même pour les 50 années au moins à venir. Donc, il y a vraiment une notion d'assurer l'adaptabilité et la pérennité du bâtiment face au changement climatique. Ça, c'est vraiment un point important et c'est pour ça qu'on préfère parler de ce terme réhabilitation qui vient du domaine de l'architecture. Ensuite, un troisième élément, c'est que quand même, étant donné les budgets très importants nécessaires à faire une réhabilitation de qualité, on sait très bien que les maîtres d'ouvrage, la plupart des temps, ne le font pas pour faire des économies d'énergie, mais pour répondre à d'autres attentes. Alors, certains maîtres d'ouvrage dans le tertiaire, évidemment, on doit respecter des objectifs nationaux comme le décret tertiaire, mais si on prend les occupants au sens large, leur objectif, c'est quand même de mieux se sentir dans leur bâtiment, d'améliorer le confort et la qualité d'usage. Donc, on voit qu'on a vraiment des objectifs multiples à considérer qui vont des objectifs nationaux au local, et donc une grande complexité en fait pour les décideurs et les maîtres d'ouvrage à orienter les projets alors que les budgets sont limités. Une deuxième contrainte majeure, c'est que les bâtiments existants et leurs spécificités, qui ne sont pas celles du bâtiment neuf et qui sont beaucoup plus variées étant donné l'ensemble des périodes constructives, sont mal maîtrisés par les professionnels et par les maîtres d'ouvrage aussi. Donc il y a une connaissance globale en fait du bâti existant qui est très peu répandue à l'échelle française, mais c'est valable dans la majorité des pays. Et donc du coup, on a une difficulté à préconiser des solutions adaptées à l'existant. Alors qu'on devrait maîtriser en fait la connaissance des caractéristiques architecturales, des qualités, mais aussi des pathologies potentielles avant et après réhabilitation de ces bâtiments, et puis tenir compte aussi des usages, puisqu'il y a des occupants dans ces bâtiments qui ont leurs propres besoins et objectifs. Et puis un troisième élément majeur, c'est que en fait, pour pouvoir définir un programme de réhabilitation, il faut quand même très bien connaître l'existant. Donc le point précédent, c'était une vision en fait de maîtrise des connaissances quelque part de manière préalable. Quand on descend vraiment à l'échelle du projet de réhabilitation, il faut quand même mener un diagnostic de qualité du bâtiment pour faire un point sur l'existant avant de définir des stratégies appropriées. Le problème, c'est que cette profession du diagnostic, elle est très segmentée au niveau français. Diagnostic amiante, plomb, DPE sont des professionnels différents qui interviennent rarement de concert sur un bâtiment. Il n'y a pas d'approche globale du diagnostic. Ils sont très souvent incomplets et insuffisants, notamment aussi parce qu'on y consacre très peu de budget, parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance que ça a dans la définition du programme. Donc c'est un point qui est particulièrement important pour nous en termes de recherche, puisqu'il y a vraiment cet enjeu de développer des protocoles globaux pour diagnostiquer correctement les bâtiments. Donc quand on croise l'ensemble de ces enjeux, on se demande quelles sont les solutions techniques et stratégies à prioriser. Donc on a vu que c'était extrêmement complexe. Et puis quel protocole développer en phase programmation, conception, chantier. On met volontairement ces termes ici pour l'ensemble du parc, parce que ce sont des termes qui sont quand même plutôt d'usage dans la rénovation, la réhabilitation des bâtiments tertiaires et dans certains cadres, notamment par exemple des concours d'architecture. En réalité, le concept de programmation devrait s'appliquer tout autant pour la rénovation d'une maison individuelle ou d'un logement individuel, puisqu'il s'agit de faire un avant-projet, de détourer la stratégie avant de passer dans une phase conception beaucoup plus détaillée. Donc en fait, ce concept de programmation, conception, chantier est quelque chose que l'on devrait appliquer systématiquement en fait à l'ensemble des segments du parc. Donc quel est notre objectif in fine en recherche? Nous, ce que l'on cherche à faire modestement, bien évidemment, avec nos partenaires, c'est de faire évoluer les pratiques pour aider à développer une expertise globale pour définir et ensuite mener les projets en croisant les enjeux environnementaux, les enjeux techniques et puis les enjeux bien évidemment opérationnels. Donc ce terme de global nous mène forcément à une réflexion multicritère puisque les enjeux sont multiples, donc les critères de décision sont multiples. Et ça me permet de faire la transition avec la présentation de Laure. Alors, est-ce que j'ai le contrôle de... Yes. Alors bonjour à tous. Merci Olivier, tu as parfaitement récapitulé un peu ce qu'on traite dans le programme de recherche réhabilitation multicritères. Et pour vous illustrer un peu cette approche, on a pensé à vous présenter un petit POC qu'on a étudié l'année dernière avec le conseil départemental du Var. Et sur cette slide, on voit pas mal de choses. Mais tout d'abord, il faut comprendre que les exigences en réhabilitation
Ça va au-delà de la question énergétique. Et tout projet de réhabilitation doit répondre à des exigences fondamentales comme la solidité, la sécurité, la fonctionnalité, l'adaptation aux besoins de ses occupants et à la pérennité du bâti. Pourtant, la réglementation thermique de l'existant, actuellement, elle impose essentiellement un niveau de performance énergétique, mais elle n'encadre ni ne définit les autres critères à considérer. Et donc, on a pensé au CSTB à regrouper sous la forme de 24 critères rangés dans 5 grandes familles clés l'approche de la réhabilitation d'un point de vue multicritère. Et c'est une approche de recherche qui n'est pas figée dans le marbre et on va continuer à la travailler dans les années qui viennent. Le cœur du programme de recherche de REAM, c'est d'aller sur le terrain, au plus proche des réalités constructives, architecturales et des blocages et des besoins réels. Et notre méthode que nous avons initiée l'an dernier, elle a permis de mutualiser les expertises scientifiques et techniques des différentes directions opérationnelles du CSTB qui travaillent déjà sur la réhabilitation et le bâti existant. Elle a permis de générer un outil d'aide à la décision qui est pensé pour sécuriser les phases amont de programmation. Elle a permis de définir un scénario optimisé et équilibré de travaux en multicritères. Et enfin, on a testé via un POC sur le département du Var. Et cette méthodologie d'analyse multicritère est développée dans le cadre de la recherche. Elle a été pensée pour être la plus réplicable possible sur tous les territoires. Et elle suit le phasage suivant. Tout d'abord, il y a une première étape de collecte des données d'entrée nécessaires via une revue documentaire, y compris les diagnostics déjà réalisés afin de les mettre à jour, et la liste des données manquantes. Ensuite, on va passer à la visite de site, où là, on va embarquer une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs et d'architectes du CSTP afin d'avoir la vision la plus totale et globale de l'état des lieux de l'existant. Ensuite, on va se rapprocher du maître d'ouvrage afin de construire des critères d'analyse prioritaires et de comprendre ses blocages, ses besoins et ses priorités. On va ensuite, avec lui, définir une première liste de travaux, de gestes de travaux qu'on va analyser via des outils métiers qu'on a développés soit au CSTB ou soit qu'on reprend de la filière. Et c'est notamment des outils de simulation thermique dynamique ou l'analyse du cycle de vie, la CV en rénovation. Ensuite, on va modéliser le bâtiment sous ces outils de SED et proposer, in fine, un scénario de travaux le plus équilibré et optimisé à travers les 24 critères possibles afin de permettre au maître d'ouvrage d'avoir cet outil d'aide à la décision et de comprendre les interactions entre les différents lots de travaux. Mais il y a une difficulté à laquelle on se confronte aujourd'hui en recherche, c'est l'analyse multicritère qui réside sur le fait que ces critères sont évalués selon des sources de données et des méthodes différentes avec des niveaux de précision très variables. Par exemple, la performance énergétique, elle peut être évaluée quantitativement de manière relativement fiable grâce à la simulation énergétique dynamique. Mais si on s'intéresse à la qualité d'usage du bâtiment, ça c'est fait d'une manière beaucoup plus qualitative, à dire d'expert, de façon empirique et via son expertise et son expérience en rénovation et en réhabilitation. Et on ne dispose pas aujourd'hui au CSTB d'un outil d'évaluation générique qui fasse consensus au sein des interlocuteurs en charge de son appréciation. Et ces deux schémas, ils vous précisent pour chacun des critères la prise en compte dans l'analyse des différentes méthodes utilisées pour les évaluer. La simulation, les cœurs de calcul, etc. Notre méthode, elle s'appuie... Ah, mince. Je vais aller trop vite. Hop, voilà. Notre méthode, elle s'appuie sur la visite de site et donc l'état des lieux de l'existant. Et on vous a mis à l'écran le panorama des établissements scolaires qu'on a étudiés et ils datent de différentes décennies et de différentes typologies constructives. Et au CSTB, on s'intéresse du coup à ce diagnostic multicritère qui permet d'observer les composants du bâtiment d'un point de vue multicritère et multi-échelle dans les formes de pathologies et de risques qu'il rencontre ou génère, mais également du point de vue du potentiel de réhabilitation qu'il permet et offre.
Une fois l'intégralité du bâtiment visité, de son sous-sol à sa toiture, de ses locaux techniques à ses salles représentatives, on définit une notation qualitative de chacun des lots techniques et lots architecturaux et l'usage du bâtiment. Et ensuite, on passe, entre guillemets, à la moulinette cet état des lieux multicritères de l'existant dans notre matrice multicritère afin de voir sur quels critères ou quelles thématiques de la réputation on va devoir avoir un impact et un regard plus important. In fine, on va obtenir ce diagramme, cette rosace, qui nous permet de comparer avec la tache jaune le diagnostic multicritère de l'existant et les priorités du maître d'ouvrage. Et à travers cet outil d'aide à la décision, on va pouvoir cibler les actions prioritaires afin de garantir l'atteinte des performances et des objectifs préliminaires. Pour vous illustrer un peu la démarche, c'est des éléments qu'on a sortis de la simulation thermique dynamique. Et c'est un vrai parti pris aujourd'hui au CSTB de regarder l'aspect thermique et énergétique en même temps. Et pour constater que sur certains gestes de travaux, ça peut être contre-productif d'un point de vue confort d'été. La slide suivante. Voilà. Et pour vous illustrer aussi, in fine, ce que ça a donné, on a un peu mis sur le papier une liste de travaux optimisés, prioritaires, et avec, la garantie de l'atteinte des performances multicritères globales et équilibrées. Donc, on a proposé de ne pas isoler toutes les façades de la même manière. On a proposé de ne pas changer toutes les menuiseries sur toutes les façades, pour voilà, vous donner 2 exemples. Et on a intégré aussi le travail sur le confort d'été via les protections solaires, là aussi calibrées en fonction des orientations des façades. Et on a intégré le confort d'été aussi d'un point de vue brasseur d'air et végétalisation en pied de façade. L'apport de la biodiversité qui permet aussi de répondre à pas mal d'enjeux. Et pour conclure, parmi tous les critères étudiés, aux moyens limités, on s'est concentré avec le maître d'ouvrage sur certains clés dans le processus décisionnaire de priorisation des scénarios de travaux. Et en effet, certains critères ont été considérés comme obligatoires dans la mesure où ils devaient être satisfaits, quel que soit le scénario de travaux. Ça a été le cas, par exemple, pour les risques et la conformité des espaces. Passer la slide. Mince. Voilà. Et à contrario, certains ont été considérés comme à très faible priorité et n'ont pas été pris en compte dans un souci de rationalisation des efforts dans l'étude. Certains critères, du coup, ont été plus approfondis que d'autres. C'est pour ça que sur la rosace, on n'en retrouve que 6 ou 7. Mais ils nous ont permis quand même de répondre à la question annoncée par le maître d'ouvrage et d'arriver à un scénario de réhabilitation le plus équilibré possible. Merci. Je vais passer la main à Olivier. Donc Olivier, il vous reste 5 minutes si tu peux. Oui, on va pouvoir faire cela en 5 minutes. Donc là, on a vu une approche à l'échelle du bâtiment. Comment étendre cette approche à l'échelle d'un ensemble de bâtiments, par exemple pour un gestionnaire de parc, ça peut être également pour la vision d'une collectivité, en partant du terrain. Donc on est sur une approche complémentaire à la présentation précédente, qui est plus en termes de modélisation, dirons-nous, une approche un peu top-down, comme on a l'habitude de le dire. Ici, en complément, on est plus sur une approche un peu bottom-up qui part d'une connaissance en fait experte architecturale du bâtiment, qu'on essaie ensuite de projeter à l'échelle du parc, à l'échelle de la région. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique pédagogique, ne vous attardez pas sur les valeurs en ordonnée. En tous les cas, c'est un exercice qui avait été fait il y a quelques années au CSTB pour le parc résidentiel pour estimer d'une manière approchée les consommations d'énergie par mètre carré pour différentes périodes constructives. C'est des choses qu'on est capable de faire maintenant de manière beaucoup plus fine avec la base de données nationale des bâtiments, par exemple, mais ce schéma a ce mérite d'être pédagogique. On voit ici que les consommations d'énergie de certaines périodes sont particulièrement élevées, la période de la reconstruction, de l'après-guerre, mais aussi avant, alors que bien évidemment, sur des bâtiments plus récents, les nombres d'unités sont plus faibles et les consommations également. Le trait rouge correspond aux objectifs de la SNBC pour 2050, donc on voit bien évidemment qu'on a un effort colossal à faire sur le parc.
derrière ces périodes, il faut se demander quels sont les bâtiments représentatifs, quelles sont les caractéristiques, puisque les modes constructifs ont changé d'une période à une autre. Donc les matériaux ne sont pas les mêmes, les qualités et les pathologies des bâtiments ne sont pas les mêmes, et les approches de réhabilitation doivent être différenciées en fonction de ces périodes. Bien évidemment, en priorisant celles qui sont les plus importantes, et on voit encore ici des barres très importantes apparaître pour le bâti ancien et la période de la reconstruction. Alors, comment faire? Donc nous, on manipule cette notion que vous connaissez peut-être de recherche typologique. Chaque bâtiment est unique dans l'absolu, mais en fait, on cherche à appréhender la diversité du parc de bâtiments en regroupant les bâtiments par famille représentative de certaines périodes et de certaines techniques constructives en fonction des régions. On peut construire tout autant de classifications typologiques que l'on veut. Si on revient en arrière, pardon. C'est peut-être mon clavier qui nous fait bouger. Voilà. Attendez. Et en fait, plus on sera à une échelle fine, plus la classification pourra être probablement fine. À l'échelle des décideurs, des politiques publiques, l'objectif c'est de faire des stratégies et des feuilles de route. Donc peut-être que cette vision nécessite que quelques familles représentatives. Si on descend à l'échelle du projet de rénovation, pour des professionnels, voire à l'échelle du particulier, on est sur des représentations plus fines. Donc forcément, la représentation typologique nécessaire ne sera pas forcément la même. Alors, on n'a pas le temps ni les moyens de construire autant de représentations typologiques différentes, mais c'est à prendre en compte en fonction de nos objectifs. Un exemple de ce que l'on a fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Restore du programme Profil. Notre approche, en fait, elle est basée sur l'idée qu'un professionnel pourrait détecter une maison réelle, observer une maison réelle et se dire, je la raccroche à une typologie régionale pour laquelle j'ai un ou plusieurs projets de référence, donc un pré-projet que je vais pouvoir bien évidemment adapter au budget du ménage, avec une approche de réhabilitation globale ou plusieurs approches adaptées à cette typologie, donc applicables à ce bâtiment, que je vais pouvoir ensuite décliner avec un groupement de professionnels pour faire une rénovation de cette maison. Donc on voit tout de suite que rentrer par cette connaissance permet peut-être de faciliter la réplicabilité d'offres techniques et d'approches de rénovation de qualité. Si j'avance ça bouge un petit peu vite, voilà, d'une slide. Nous, notre objectif, à moyen terme, ça va nous prendre probablement plusieurs années, c'est d'être capable de croiser la connaissance experte, donc architecturale et historique de ces typologies, avec la donnée disponible dans la base de données nationale des bâtiments, dans les bases de données bâtimentaires. On voit sur le graphique ici que on retrouve des matériaux constitutifs des murs pour le gros œuvre typique de certaines régions, comme la brique dans le nord ou la pierre dans l'ouest de la France. À partir, par exemple, d'un même modèle architectural, on sait qu'il y a des variantes régionales, donc on voit tout de suite via l'apport de la donnée ici pour nous faciliter la détection de types représentatifs sur des territoires. Donc, nous, ce qu'on cherche à détecter dans les bases de données, c'est l'ensemble des caractéristiques représentatives d'un type ou d'une typologie pour pouvoir espérer ensuite trouver le nombre exact d'unités, en tous les cas approchés, à l'échelle de différents territoires et de géolocaliser ces typologies sur les différents territoires du territoire national. Tu avais un mot de conclusion, À l'échelle du Olivier? parc, en croisant avec l'approche présentée par Laure, eh bien, on peut se dire, si je travaille sur un parc donné, je vais caractériser d'une manière typologique ce parc, je vais cibler avec le décideur des typologies prioritaires, diagnostiquer un échantillon de bâtiments représentatifs de cette typologie, créer un arbre décisionnel d'analyse pour définir des stratégies de réhabilitation que je vais appliquer à mon échantillon de bâtiments. Et puis ensuite, par la connaissance de mon parc typologique, je vais essayer de généraliser à l'échelle du parc les potentiels de réhabilitation que j'aurais estimés sur mon échantillon représentatif. Donc tout ça, c'est une phase sur laquelle on peut mettre en place des méthodes d'accompagnement CSTB et des méthodes de recherche. Bien évidemment, ensuite, il y a la conception et le lancement des chantiers qui sont un autre sujet par la suite. Mais on voit tout de suite comment est-ce qu'on peut combiner connaissance du parc typologique avec l'approche présentée par Laure sur les slides précédentes. Donc, en termes de conclusion, vous voyez que nous développons avec nos partenaires une démarche globale, donc nécessairement multicritère, d'accompagnement à la définition des projets à l'échelle du bâtiment individuel et du parc. Nos points d'ancrage forts pour la recherche, c'est vraiment cette connaissance typologique et puis la compréhension et l'analyse globale du bâtiment,
dans une logique d'amélioration continue, puisque le nombre de critères et d'enjeux est tellement large qu'en fait, on peut travailler dessus, entre guillemets, si je puis dire, ad vitam aeternam, pour affiner la caractérisation des typologies, consolider nos critères d'analyse, mieux maîtriser les solutions appropriées et optimiser nos protocoles. Donc, en termes de perspective de recherche, nous allons continuer à travailler sur le croisement entre l'expertise architecturale et l'exploitation de la base de données nationale des bâtiments, affiner nos protocoles de diagnostic multicritères pour qu'ils soient opérationnels à coût limité. On va appliquer notre démarche sur des projets démonstrateurs pour collecter des retours d'expérience du terrain. Et puis, on va développer des méthodes d'analyse de la réplicabilité pour passer de l'échelle du bâtiment à l'échelle du territoire. Et donc, nous sommes bien évidemment preneurs de vos questions. Oui, alors il y a beaucoup de questions. Peut-être une première question sur les critères. Vous avez mentionné ces 24 critères d'analyse. Alors, juste savoir un peu ce qui a été fait et ce qui reste à faire au sujet de ces indicateurs en termes de confort, ACV, biodiv. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, ça va grandement nous occuper cette année et l'an prochain, je pense, c'est à la fois de regarder ce qu'on a dans nos tiroirs et sur quoi on travaille aujourd'hui dans le cadre de la recherche et de l'expertise au sein des différentes directions opérationnelles du CSTB, comme la direction structure, comme la direction réemploi, économie, environnement. Mais le but du jeu aussi, c'est de s'intéresser et d'aller voir déjà de la connaissance et de l'expertise terrain qui est dans nos partenaires, chez nos partenaires et auprès de la filière. Et on a besoin de co-construire et d'ouvrir ces 24 critères et d'avoir cette vision un peu plus partagée avec nos partenaires. Voilà, pour dire vite. Très bien, merci. Alors peut-être une deuxième question qui concerne la connaissance de l'existant. La question qu'on porte un peu sur la façon de concilier la connaissance du bâti existant et l'aspect data. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est d'être... donc, nous créons une représentation typologique par segment du parc. On a beaucoup travaillé dans le cadre du projet Ressort du programme Profit sur les typologies de maisons individuelles. On pourrait le faire, bien évidemment, sur d'autres catégories. On commence à bien connaître, par exemple, les collèges. L'idée, en fait, c'est d'être capable de créer une sorte... c'est pas un arbre décisionnel, mais comment dire, c'est un arbre qui nous permet quand on regarde un bâtiment sur le terrain, d'être capable d'estimer quelles sont ses caractéristiques qui nous permettent de dire que ce bâtiment est dans telle ou telle typologie. Le nombre de caractéristiques n'est pas forcément le même d'un type à un autre, c'est ça la complexité. Certains types peuvent être détectés avec un nombre restreint de caractéristiques, d'autres avec un nombre beaucoup plus important, donc c'est à géométrie variable. Par contre, une fois qu'on a la liste de ces caractéristiques, l'idée c'est d'être capable de retrouver ces caractéristiques dans les bases de données. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est que pour certains types, il y a des caractéristiques patrimoniales qui sont quelque part visuelles, architecturales, patrimoniales, qu'on ne trouve pas dans les bases de données. Donc là, on va avoir besoin de faire de l'analyse d'image, par exemple, supplémentaire, avec des algorithmes d'apprentissage pour retrouver ces caractéristiques supplémentaires. Donc on va croiser progressivement cette analyse d'image avec les données qu'on trouve dans les bases de données qui croisent déjà elles-mêmes pas mal de documentation sur les bâtiments, pour espérer d'une manière relativement fiable retrouver nos types. Ça restera une approche probabiliste, bien évidemment, mais l'idée, c'est que la probabilité de retrouver la typologie dans la base de données nationale des bâtiments soit relativement élevée. Ok, très bien, merci. Alors, une autre question concerne les diagnostics multicritères. Est-ce que vous faites de l'instrumentation dans le cadre de vos diagnostics ou est-ce que c'est essentiellement une visite de site et l'analyse des retours des maîtres d'ouvrage? Très bonne question. Il y a un peu deux approches. On a besoin que le diagnostic se fasse maximum en une journée et qu'il puisse être porté par soit une seule personne qui aurait cette expertise-là, plutôt maître d'œuvre, plutôt terrain, ou si ce n'est pas le cas, deux ou trois personnes. Mais en tout cas, voilà, il faut que ce soit fait voilà, dans un périmètre avec une expertise bien particulière, un peu une vision globale tout corps d'état du bâti. Au mieux, la personne a cette expertise-là de base et plus vite, il va pouvoir analyser le bâti de
dans sa globalité, mais il y a des choses qu'on ne peut pas analyser de façon visuelle. Typiquement, le UBAT du bâtiment, ce qui se cache derrière une cloison, la performance d'une enveloppe ancienne. Et donc, on développe au CSTB, notamment dans le cadre, et on vous en parlera tout à l'heure, dans le cadre de Sereine, des moyens qui nous permettent sur site, de façon assez précise et rapide, d'instrumenter le bâtiment. Voilà, c'est de la recherche et on a une vision avec un chercheur Arnaud Mistre, une vision un peu d'un inspecteur gadget qui pourrait déployer un arsenal sur le terrain pour être pour répertorier des données les plus fiables possibles de l'existant. Voilà. Entendu, merci. Donc, encore une question qui a trait à ces diagnostics de bâtiments. C'est à partir des dates de construction et des typologies de bâtiments, est-ce que vous avez pu établir des constantes et des points de vigilance en matière de diagnostic? C'est le but. On n'y est pas encore, mais c'est vraiment le but, puisqu'il faut à la fois sensibiliser les personnes en interne au CSTB et aussi et le faire avec nos partenaires qui ont déjà cette connaissance et cette ressource. Et ça va être le travail de rapprochement avec des partenaires autres que CSTB. Mais ça prend un peu de temps et on est en train de le construire. Et en complément, je trouve que c'est vraiment une question très intéressante. En fait, on travaille sur le concept qu'on appelle des bases de connaissances digitalisées. C'est un bien grand mot, mais c'est comment stocker à l'aide du numérique des informations diverses sur la connaissance de l'existant et des techniques de réhabilitation appropriées. Donc là, on est typiquement dans un cas d'usage très intéressant où on pourrait, sur la base de diagnostics de bâtiments représentatifs de différentes typologies, stocker cette information et la rendre facilement accessible ensuite à des professionnels qui interviendraient dans un bâtiment, sur un bâtiment réel. Donc c'est vraiment une question de gestion de la connaissance que l'on peut faire et développer dans les prochaines années. Très bien, merci. Je pense qu'on a encore le temps de répondre à une ou deux questions. Est-ce que vous intégrez... pardon. Oui. J'avais repéré une question sur le... Oui, je t'en prie, Nicolas. On a mentionné la phase de programmation. Est-ce que là, finalement, on va pas un peu loin pour la phase de programmation et par rapport à la place laissée à l'architecte ensuite en conception? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Généralement, il y a déjà pas mal d'architectes qui accompagnent des maîtrises d'ouvrage en phase de programmation. Il y a pas mal d'architectes présents dans chez les AMO. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire qu'au plus tôt on a la meilleure connaissance de l'existant, au plus tôt on cadre les potentiels de réhabilitation de l'existant, c'est-à-dire vraiment les gestes qui vont vraiment pouvoir répondre aux besoins et aux potentiels du bâtiment et vraiment répondre aux objectifs de performance multiples annoncés de base. Au plus tôt on le fait et au mieux on cadre à la fois le budget, les problématiques qu'on peut rencontrer en phase de maîtrise d'œuvre où on vient rediagnostiquer le bâtiment et se rendre compte qu'on a de la présence d'amiante par-ci par-là. Et au mieux aussi, on planifie les travaux, les risques ou la durée des travaux ou l'impact des travaux sur le bâti existant. Et cette phase-là, elle est vraiment à penser comme une aide à la décision qui vient créer un périmètre, cadrer les grandes orientations et sécuriser en fait, vraiment sécuriser ces grandes orientations qui pour le moment le sont peut-être pas assez, ou du moins on se rend compte que beaucoup de choses est à refaire en phase de maîtrise d'œuvre. Et donc oui, la place de l'architecte, du maître d'œuvre et de l'ingénierie, elle a toute sa place dans cette phase de programmation et cette méthode d'analyse multicritère, elle permet simplement de la mettre dans les mains de ces personnes pour simplifier le méthode, l'approche. Bien, merci Laure et Olivier. Je crois qu'il faut qu'on conclue cette session de questions. On a une minute de retard par rapport à notre programme. Je crois qu'il faut qu'on avance, donc je vous propose de passer à la j'ai noté plusieurs questions, mais on les traitera pas aujourd'hui, mais on y répondra sur le lien avec les dispositifs opérationnels, diagnostic technique global, projet de plan pluriannuel de travaux, donc qui peuvent exister notamment en copropriété. Donc ça, on répondra à la question par écrit. C'est clairement intégré dans nos réflexions. Et le but, c'est
ces recherches, parce qu'on parle bien de travaux de recherche, c'est bien d'alimenter et le plus tôt possible, voilà, enfin, de diffuser, voilà, dans ces dispositifs opérationnels qui sont déjà pratiqués aujourd'hui et qui ont, pour certains, les mêmes intentions, au moins partiellement, même s'ils n'y répondent pas complètement aujourd'hui. Mais oui, il y a ce lien qui est fait avec ces dispositifs. Très bien. Eh bien, écoutez, donc Arnaud Chalençonnex va nous présenter le sujet suivant. Donc Arnaud, si tu veux bien prendre le contrôle, tu dois pouvoir avancer tes slides. Tu te souviens qu'il y a un petit temps de délai entre l'action et... Très bien. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Chalençonnex, ingénieur à la direction énergie et environnement. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la mesure de la performance énergétique réelle en rénovation. Alors, on va commencer cette présentation avec une question. Pourquoi mesurer ces performances énergétiques réelles? Le point sur lequel on voudrait insister, et Nicolas l'a évoqué en début de réunion, c'est la notion de confiance. Aujourd'hui, on a vu dans la présentation précédente que le parcours pour rénover un bâtiment, pour le maître d'ouvrage, il n'est pas simple, hein, il y a des contraintes, des difficultés. Et si ce maître d'ouvrage a un doute sur le gain énergétique qu'il peut espérer de cette rénovation, évidemment, ça va mettre en péril son projet. Et ce doute, aujourd'hui, il est entretenu, hein, Nicolas l'a aussi mentionné, par un certain nombre d'articles dans la presse grand public qui mettent en doute justement le fait même que la rénovation énergétique puisse contribuer à faire des économies d'énergie à grande échelle parce que les travaux seraient mal réalisés, par exemple. Et donc, c'est là toute l'idée de mesurer cette performance énergétique réelle, c'est de redonner confiance aux maîtres d'ouvrage, de donner confiance au marché en sécurisant l'ensemble des acteurs. Et pour ça, on garantit la qualité des travaux, on garantit la performance énergétique de la rénovation. Et par ricochet, ça va permettre aussi de promouvoir les compétences et le savoir-faire des professionnels. Ça va montrer que ces professionnels, les travaux qu'ils font, ça permet vraiment de faire des économies d'énergie avec un but final qui est d'aider à la massification de la rénovation, comme l'ensemble de ce qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, pour un peu de contexte, quelques exemples de dispositifs qui intègrent à plus ou moins grande échelle de la mesure de la performance pour montrer qu'on va quand même dans le bon sens sur ces sujets. On a notamment le fameux décret tertiaire qui oblige à réduire les consommations d'énergie pour les bâtiments tertiaires, même si aujourd'hui on est sur du déclaratif, mais bon, puisqu'il y a quand même une logique qui peut être de contrôle, on se rapproche de la logique de mesure. La nécessité de démontrer l'amélioration de la performance énergétique dans les démarches de management de l'énergie avec des plans de mesurage, ou le développement des engagements de résultats énergétiques, les contrats de type CPE, contrat de performance énergétique. Alors, pour continuer, on va déjà essayer de définir qu'est-ce que la performance énergétique. Alors, la performance énergétique, évidemment, ça se rattache à la consommation énergétique du bâtiment. Moins le bâtiment consomme, plus il est performant, ça paraît logique. Sauf que cette consommation énergétique réelle, en fait, elle est multicritère, elle est multifactorielle. Elle dépend des conditions d'usage du bâtiment, elle va dépendre des conditions climatiques et elle va dépendre de ce qu'on appelle la performance intrinsèque du bâtiment, c'est-à-dire ce qui ne dépend que du bâtiment, de la manière dont il a été réalisé, de ce qui avait été prévu en conception, et qu'on va pouvoir séparer en deux grands ensembles que sont l'enveloppe, le bâti du bâtiment et ses équipements techniques. Et donc, cette performance intrinsèque du bâtiment, c'est ce qu'on cherche particulièrement à mesurer au CSTB. Donc, c'est ce dont je vais vous parler principalement dans cette présentation à travers la méthode Sereine, donc qui vise à mesurer cette performance intrinsèque. Et donc, il y a un dispositif d'évaluation de cette performance pour les bâtiments à réception qui est applicable aujourd'hui à la maison individuelle neuve et réhabilitée. Et demain, on le verra au logement collectif à travers nos activités de recherche actuelles. Alors donc, cette méthode Sereine, elle se compose de deux volets. Je vais principalement aborder le volet enveloppe aujourd'hui parce que c'est là où le CSTB est le plus engagé et qu'on n'a pas le temps forcément d'aborder en détail le reste. Alors, concernant ce volet enveloppe, l'idée, c'est de venir compléter la mesure de perméabilité à l'air des bâtiments par une mesure du niveau d'isolation globale du bâtiment. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, cette mesure de perméabilité à l'air des bâtiments, elle est aujourd'hui très déployée puisqu'elle est
obligatoire pour les bâtiments neufs depuis la RT 2012. Donc ça consiste à mettre le bâtiment en dépression et à travers des mesures, de mesurer un coefficient qui représente les déperditions par infiltration du bâtiment. Et donc, nous, notre logique dans l'enveloppe, c'est de compléter cette mesure avec la mesure des déperditions par transmission, c'est-à-dire ce qui passe à travers l'isolant, à travers les ponts thermiques, à travers les parois vitrées. Pour les systèmes énergétiques, donc je vais aller moins dans le détail dans cette présentation, mais je vous en dis quelques mots ici. La logique est un peu différente. On est dans une logique plus de commissionnement où on va venir vérifier la bonne installation, le bon fonctionnement des systèmes sur les 5 usages, donc chauffage, ECS, éclairage, climatisation et ventilation, sachant que pour la ventilation, des choses existaient déjà à travers le protocole Promévent qu'on a adapté au secteur de la rénovation, mais dont on a repris une bonne partie. Et donc, pour finir sur les systèmes, on est sur quelque chose de très opérationnel aujourd'hui, avec donc un opérateur qui va être guidé grâce à une application déployable sur tablette ou sur téléphone pour aller faire les différentes vérifications du bon fonctionnement des systèmes en place dans le bâtiment. Alors, Seren, c'est une méthode, mais c'est aussi un consortium qui développe ces méthodes et qui n'est donc pas que le CSTB. Le CSTB est coordinateur technique des 2 projets Seren. L'AQC est le pilote des 2 projets et on a un certain nombre d'autres partenaires que vous connaissez, dont vous connaissez sûrement certains, l'INES, le CEREMA, Armin, le COSTIC, l'Université de Savoie, Nobatech ou Saint-Gobain Recherche. Et donc ce consortium, il est financé par le programme Profil, qui est lui-même financé par les certificats d'économie d'énergie. Et Seren donc a été financé sur 2 projets, Seren 1 de 2019 à fin 2021 et Seren 2 qui est toujours en cours de 2022 à fin 2024. Donc on est sur la dernière année aujourd'hui. Donc je vais vous présenter d'abord les résultats opérationnels qu'on a obtenus dans Seren 1 qui concerne la maison individuelle avant de passer sur l'aspect plus recherche, ce qu'on fait aujourd'hui dans Seren 2 avec notamment les développements sur le logement collectif. Alors concernant cette méthode enveloppe, pour la maison individuelle, mais on verra que pour le logement collectif, c'est très similaire. On l'a dit, l'objectif, c'est de compléter la mesure de perméabilité à l'air. Comment ça se passe en pratique? On va avoir un opérateur de mesure qui est justement un opérateur aussi de perméabilité à l'air qui va intervenir sur le bâtiment qui doit être inoccupé pendant la réalisation du test. C'est une contrainte principale de cette méthode, c'est qu'elle se réalise en inoccupation. Et donc, cet opérateur de mesure, il va préparer le bâtiment comme pour un test d'étanchéité à l'air pour 2 raisons. C'est que cette préparation est identique pour le test Seren enveloppe, mais aussi qu'on va mutualiser systématiquement les 2 tests. Donc, il va préparer le bâtiment comme pour un test d'étanchéité à l'air en fermant en fait toutes les entrées d'air du bâtiment et les sorties qui sont les bouches de VMC. Il va réaliser son test de perméabilité à l'air et après, il va continuer sa préparation en fermant l'ensemble des protections solaires du bâtiment. Puis ensuite, il va installer les dispositifs qui sont relatifs uniquement à la méthode Seren enveloppe, qui sont d'abord des radiateurs connectés qu'il va installer dans toutes les pièces du bâtiment, de manière à avoir un chauffage homogène dans le bâtiment. En plus de ça, on va avoir des capteurs de température à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'à l'extérieur et des capteurs un peu particuliers que je vais vous montrer par la suite qui visent à caractériser à la fois la température extérieure et l'ensoleillement. Une fois l'installation faite, l'opérateur va quitter les lieux et la maison va être chauffée avec ce signal un peu particulier que vous voyez sur la droite, qui est donc des créneaux de puissance de durée différentes et qui est donc une des sorties importantes du projet Seren 1. En fait, ce signal un peu particulier va nous permettre, en sollicitant la dynamique du bâtiment, de réduire la durée de la mesure. Alors, une fois que ces données ont été obtenues, elles vont être utilisées dans ce qu'on appelle un processus de méthode inverse pour obtenir ce qu'on cherche, le mesurant qu'on cherche, qui est le coefficient de déperdition thermique du bâtiment en watts par Kelvin, qui qualifie les déperditions de l'ensemble du bâtiment par transmission. Alors, comment ça se passe, ce processus de méthode inverse? En fait, on va avoir un modèle numérique, mathématique, un modèle RC, pour ceux qui connaissent, qui va être capable de prédire l'évolution de la température intérieure dans le bâtiment en fonction de divers paramètres que sont les paramètres mesurés, donc la puissance injectée dans le bâtiment et les conditions extérieures, et un paramètre qui est le coefficient de déperdition thermique qu'on cherche à identifier. Et en fait, on va avoir un algorithme qui va faire varier ce coefficient de déperdition thermique
dans le modèle numérique mathématique jusqu'à ce que la prédiction, qui est donc la température intérieure, colle avec celle qui a été mesurée en réalité. À ce moment-là, on sait que donc le coefficient de déperdition thermique obtenu correspond à la réalité. Et ce coefficient, on va le traduire dans un rapport sous forme de plusieurs indicateurs. Un indicateur qu'on va donner systématiquement qui est le UBAT, donc qui correspond à ce coefficient normalisé par la surface déperditive et qu'on va venir placer avec son incertitude sur l'échelle du DPE, puisque cet UBAT est un des indicateurs du nouveau DPE. L'autre indicateur, c'est la probabilité d'être à la cible lorsqu'un calcul thermique existe, donc ce qui est systématique sur les maisons neuves et arrive aussi sur les maisons rénovées, notamment dans le cas de labellisation. Et là, on va venir caractériser l'écart entre ce qui a été mesuré et ce qui a été prévu en conception, qu'on va traduire par un feu tricolore. Vert, la mesure est proche de la conception, rouge, on est éloigné, la performance n'est pas au rendez-vous. On l'a dit, hein, une des contraintes de cette méthode sereine, c'est qu'elle nécessite une inoccupation, c'est-à-dire qu'il faut que les occupants soient absents pendant une partie du test. Et donc, l'une des sorties importantes du projet Sereine 1, c'était de réduire ce temps d'inoccupation, donc la durée du test. Et donc, aujourd'hui, on a une durée de test qui est fonction de deux paramètres, la manière dont le logement a été isolé, par l'intérieur, par l'extérieur, la saison, hiver ou mi-saison, donc selon la température extérieure. Par exemple, pour une maison isolée par l'intérieur, en hiver, le test va durer 24 heures d'inoccupation. En mi-saison, il va durer 48 heures. Alors, une petite slide pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement, hein, le dispositif de mesure. Là, ici, vous voyez complètement sur la gauche, c'est les fameux radiateurs connectés que j'évoquais, hein, qui vont être placés un peu partout dans le logement. Ici, vous avez ces modules qu'on appelle façades qui vont chercher à mesurer une grandeur qui est caractéristique à la fois du rayonnement vu par les parois et de la température extérieure. Et là, vous avez donc les modules de température extérieure qu'on vient placer à l'extérieur, comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique, mais aussi dans les espaces adjacents que sont par exemple le vide sanitaire, les combles, les garages éventuels, etc. Alors, je l'ai dit, hein, cette méthode enveloppe, elle est opérationnelle depuis la fin de Sereine 1, donc depuis début 2022. Et l'un des objectifs dans Sereine 2, donc depuis cette époque, c'est de la déployer à grande échelle sur le territoire pour avoir un retour d'expérience conséquent à la fois sur la méthode et aussi sur la qualité des rénovations sur les territoires, même si évidemment on reste sur des échantillons. Alors comment ça se passe en pratique? En fait, on a un réseau d'antennes qui sont en fait des centres gérés par les différents partenaires. On y retrouve le centre notamment du CSTB Champs et Grenoble, qui à chaque antenne est rattaché un certain nombre d'opérateurs de mesure qui ont été formés par le consortium. Il y en a plus de 50 aujourd'hui qui ont été formés en France et qui vont donc venir chercher le matériel au niveau de ces antennes pour aller déployer la méthode chez des particuliers que le consortium a sélectionné, donc a recruté et qui ont accepté d'avoir cette méthode déployée chez eux. Et donc aujourd'hui, on a plus de 100 mesures qui ont été réalisées hein, sur l'ensemble des deux projets Sereine 1 et Sereine 2 à l'échelle du territoire. Alors, maintenant, je vais passer sur la partie un peu plus recherche. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans Sereine 2 On l'a vu, avec cette méthode enveloppe, on peut obtenir un résultat qui qualifie l'ensemble des déperditions par transmission du bâtiment, mais ce résultat, il n'explique pas d'où viennent les éventuelles contre-performances qui pourraient être observées. Si j'ai un UBAT qui est très éloigné de ce qui était prévu en conception, ce qu'on a souvent observé sur le neuf, malheureusement, comment je fais pour savoir d'où vient le défaut, qu'est-ce qui explique cette contre-performance? Et c'est pour ça qu'on travaille sur un protocole qu'on appelle complémentaire, qui va venir donc chercher à expliquer d'où viennent les éventuels écarts qui ont été mesurés et pour lequel on préconise un certain nombre d'outils qui peuvent être la thermographie. Donc la thermographie va par exemple nous permettre d'identifier des zones d'inhomogénéité dans l'isolation, alors que cette inhomogénéité n'était pas prévue en conception, des zones où carrément il n'y a pas d'isolant qui était posé alors que c'était prévu, c'est des choses qu'on peut observer. Des mesures flux-métriques, alors les flux-mètres, c'est ces petits dispositifs qu'on va venir fixer au mur du bâtiment et qui, avec une mesure qui peut être assez longue hein, selon les processus, mais qui en gros dure une semaine avec la méthode normée classique,
va permettre d'obtenir le U, cette fois au niveau de la paroi, au niveau vraiment de la mesure. Et ça va nous permettre, par exemple, de détecter qu'éventuellement un isolant qui a été posé est moins performant que celui qui était prévu. Mais ça peut être à l'échelle de la maison, donc ça ne se verrait pas à la caméra thermique, tout est homogène. Maintenant, il faut aller mesurer vraiment pour avoir la caractéristique de l'isolant. Et une autre approche qui est de l'étude documentaire, qui est quelque chose de plus classique, où on va venir chercher à comparer les factures avec ce qui était prévu en conception. Alors, l'autre gros morceau, si je peux me permettre, de la recherche Seren 2, dans Seren 2, c'est le développement d'une méthode adaptée au logement collectif. Alors, la piste qu'on a cherché à investiguer, c'est une méthode par échantillonnage, où en fait, on va tester plusieurs logements dans un bâtiment avec un protocole qui est proche de celui développé pour la maison individuelle, mais on va le voir qui présente d'autres contraintes. Et à partir de ces résultats obtenus au niveau des différents logements, remonter à une caractérisation globale du bâtiment. Et les principaux défis donc, de cette méthode pour le logement collectif, c'est premièrement la question des flux mitoyens. En fait, si on vient se déployer avec une méthode similaire à celle de la maison individuelle sur un appartement, on va caractériser les déperditions par l'ensemble des parois. Mais nous, ce qu'on veut déterminer, ce n'est pas les déperditions par l'ensemble des parois, c'est les déperditions qui vont vers l'extérieur, vers les parois isolées, pas les déperditions qui vont chez les voisins. Et donc, on a cette problématique de pouvoir mesurer les déperditions qui vont chez les voisins pour pouvoir les retrancher de notre indicateur mesuré et identifier uniquement ce qui part vers l'extérieur ou vers les espaces tampons éventuellement. Et l'autre grande question, évidemment, c'est celle de l'échantillonnage. Comment remonter un indicateur global à partir de ces différentes mesures sur les appartements. Un sujet difficile sur lequel on planche encore pour finaliser notre projet. Alors, comment ça se passe en pratique pour faire les mesures au niveau des appartements? C'est très similaire à ce qu'on fait sur la maison individuelle. On vient déployer le même type d'instrumentation dans le bâtiment. Mais par contre, on va venir mesurer les flux qui vont chez les voisins dans les espaces mitoyens grâce encore une fois à ces flux-mètres que je vous évoquais quelques slides avant, qu'on va venir disposer sur les murs, donc qui vont nous permettre de mesurer ce flux qui va vers les voisins et qu'on va venir retrancher à notre indicateur. Et donc cette méthode, on est déjà en train de la déployer, donc à titre expérimental, c'est pas des opérateurs de mesure qui vont et qu'on a formés, c'est nous-mêmes, des gens du consortium. Là par exemple, on a eu une opération qui a été faite dans le Jura à l'automne dernier, où on a pu tester 3 logements différents sur ce bâtiment collectif, où on a déployé donc cette méthode sur 3 logements pour remonter un indicateur global. Alors, j'ai pas le timing exact. Alors, si tu as encore 1 ou 2 minutes, si tu veux. Ok, trop bien, je vais finir alors. Donc, j'en ai fini pour la méthode Seren, mais je voulais aussi parler d'autres types de méthodes d'évaluation de la performance, où on va chercher cette fois pas à mesurer la performance intrinsèque, mais vraiment de qualifier la qualité de la rénovation à travers l'estimation des économies d'énergie qui ont été réalisées grâce à cette rénovation. Et c'est la logique des méthodes qu'on appelle de mesure et vérification. Et donc, la logique de ces méthodes, c'est qu'il va y avoir un modèle, soit statistique, soit de STD, qui permet, encore une fois, de prédire les consommations énergétiques en fonction de divers paramètres, généralement le climat, l'usage, et tout un tas de paramètres qui peuvent être renseignés. Et ce modèle va être entraîné sur des données de mesurées sur le bâtiment sur une période avant réalisation des travaux. Puis les travaux vont avoir lieu et ce modèle va cette fois servir à prédire la consommation d'énergie dans les conditions mesurées après travaux. Et c'est la différence donc entre cette consommation prédite et la consommation qui a été réellement mesurée sur le bâtiment qui constitue les économies d'énergie. Donc cette méthode, c'est vraiment une méthode de référence qui fait le cadre d'un protocole international dit IPMVP, qui est la méthode sur les contrats de performance énergétique, qui est la méthode préférentielle, plutôt déployée sur des bâtiments tertiaires aujourd'hui, avec des questions sur le fait qu'elle soit adaptée au logement et notamment à la maison individuelle, avec de nombreuses questions qui se posent sur la possibilité d'avoir des données avant travaux sur une période qui est normalement d'1 an, le coût de la modélisation par rapport au coût des économies d'énergie, tout un tas de questions opérationnelles qui se posent et auxquelles on va chercher à répondre dans un autre projet qui s'appelle le projet ByRénov et sur lequel le CSTB, en partenariat avec Sonergia et Nobatech, va déployer sur une dizaine de maisons des méthodes qui sont à la fois des méthodes de mesure et vérification, comme je vous le montrais à la slide précédente,
soit basées sur la simulation, soit basées sur des modèles statistiques, mais également des mesures sereines avant et après travaux, avec l'idée d'évaluer quelle est la méthode la plus pertinente selon la configuration, quelles vont être les contraintes de chaque méthode, quelle va être la méthode la plus pertinente dans une configuration, par exemple, propriétaire occupant, bailleur propriétaire bailleur, ce type de choses où évidemment les contraintes opérationnelles ne sont pas les mêmes. Et donc je vais conclure là-dessus. J'arrive à défiler la slide. Pas le cas. Donc le CSTB, donc vous l'avez vu, développe un certain nombre de méthodes et surtout les déploie sur le terrain à une échelle assez importante, de méthodes de mesure de la performance énergétique avec pour objectif d'aider à la massification de la rénovation énergétique. Et les retours d'expérience collectés nous permettent d'affiner pour chacune d'entre elles les domaines de validité, les domaines d'application et quelles sont les perspectives de déploiement de ces méthodes qui peuvent être complètement différents. On peut y envisager de la labellisation, de la garantie de performance comme je vous le montrais précédemment. On peut envisager de l'échantillonnage pour mesurer ce qui se passe sur le terrain, par exemple pour bien voir si les politiques, le résultat des politiques énergétiques gouvernementales. Enfin, il y a plein d'usages qu'on peut envisager et l'objectif c'est à la fois de développer et de bien définir, cadrer ces usages, de comprendre là où chaque méthode est le plus pertinent. Et enfin, je conclus sur une petite ouverture. On a parlé beaucoup de performance énergétique après rénovation, mais on ne travaille pas que là-dessus au CSTB. On a aussi un certain nombre de projets qui travaillent sur d'autres indicateurs, de la mesure de confort, de la mesure de la qualité de l'air intérieur. Et j'espère que ça fera l'objet de présentation dans de futurs webinaires. Et ben, merci à tous. J'en ai terminé. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette présentation. Donc on va passer aux questions. Il y a plusieurs questions dans le chat. Alors une première à laquelle tu as déjà répondu au cours de ta présentation, qui concerne l'extension de la méthode au collectif. Donc tu as indiqué que c'était effectivement dans les cartons, c'est prévu. Néanmoins, est-ce que tu peux quand même donner une indication sur la taille maximale des bâtiments qui seraient adaptés à la mise en œuvre de la méthode sereine? Pour du logement collectif, je vais malheureusement peut-être même, pourquoi pas. Sur la maison individuelle, aujourd'hui, on se limite à des maisons de 250 mètres carrés. Sur l'opération, sur vraiment le déploiement des méthodes qu'on réalise dans le cadre des projets Sereine 2, on se limite à des maisons de 250 mètres carrés. Ce serait probablement envisageable de monter au-dessus, mais probablement pas avec les protocoles qu'on cherche à déployer aujourd'hui. Pour le logement collectif, c'est vraiment la question du moment, donc je ne vais pas m'engager dans une réponse aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier de très près pendant les mois actuels. Quelle taille maximum de bâtiment on va pouvoir déployer et surtout à partir de quel nombre de logements la mesure va devenir intéressante au niveau de cet indicateur global. Très bien, merci. Alors, une deuxième question concerne le coût de la mise en œuvre de cette méthode. Et la personne se demande si c'est pas un coût un peu élevé pour une maison individuelle et est-ce qu'il y a une certaine forme est-ce qu'il y a des possibilités de prise en charge dans le cadre de MaPrimeRénov', par exemple, du coût de la mise en œuvre de la méthode? Alors, au niveau du coût aujourd'hui, donc on a fait des études technico-économiques en se basant notamment sur les retours de notre opérateur, puisqu'on constate qu'aujourd'hui, avec les échanges qu'on a avec ces personnes, ce qui va être le plus impactant, c'est clairement le temps homme, c'est le temps qu'ils vont passer à réaliser ces mesures. Là, les dernières estimations qu'on a avec des opérateurs qui ont un certain retour d'expérience sur le déploiement de la méthode, on serait entre 1500 et 2000 euros, donc disons environ 2000 euros. Sachant qu'aujourd'hui, un test de perméabilité à l'air, il coûte environ 400 à 500 euros. Le prix a beaucoup baissé depuis que c'est devenu obligatoire, baissé d'environ 30%. Donc, si on reste dans cette logique, le déploiement, là je parle bien du test enveloppe, plus système, plus perméabilité à l'air, 2000 euros. On serait donc dans une logique à environ 3 fois le test de perméabilité, 3 fois le coût du test de perméabilité à l'air quand il a été déployé à ses débuts. Donc on peut imaginer que d'ici quelques années, si la méthode devient vraiment déployée à grande échelle, le coût va baisser et on sera à 3 fois le test de perméabilité à l'air aujourd'hui. Et pour le fait d'avoir des aides à partir de dispositifs réglementaires comme MaPrimeRénov', c'est une voie de développement qu'on pourrait envisager et qui serait pour nous souhaitable évidemment pour le déploiement de la méthode. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a rien d'acté à ce niveau-là. On n'a pas de
pistes dans ce sens-là. Très bien, merci. Alors une question qui est un peu en lien avec la précédente, si finalement, Nicolas, tu voulais... Non, je voulais compléter simplement pour dire que la réponse, elle se trouve aussi en partie dans la conclusion qu'a fait tout à l'heure Arnaud, pour dire notre enjeu, c'est en effet améliorer ces méthodes, réduire leurs coûts, mais aussi préciser leurs perspectives de déploiement, et toutes les méthodes ne sont pas adaptées pour être déployées de manière généralisée sur toutes les rénovations. Parfois, on sera plus de l'ordre de l'échantillonnage. Donc, il y a une question de proportionnalité, de déployer les bonnes méthodes en fonction du niveau d'information dont on a besoin. Voilà. Très bien. Une question très technique ensuite. Est-ce qu'on peut faire une mesure sur une seule paroi de résistance thermique réelle de la construction? Est-ce qu'on peut isoler une paroi? Si on veut faire ce type de mesure à l'échelle d'une paroi, c'est plutôt les méthodes flux-métriques que je vous ai montrées qu'on va utiliser. On vient fixer ce capteur sur la paroi en question, et avec la mesure de flux qui est réalisée plus le différentiel de température entre l'intérieur et l'extérieur, on peut revenir dans certaines conditions à une mesure du U de la paroi qui est locale. C'est-à-dire que si la paroi présente des fortes inhomogénéités, ça va être dur de qualifier l'ensemble d'une paroi à partir de cette simple mesure. Alors, il y a des choses qui sont tentées, mais qui sont vraiment de l'ordre de la recherche pour le coup, avec une utilisation possible de la thermographie active pour homogénéiser au niveau de la paroi une mesure vraiment locale de flux métrique, mais on n'est pas sur quelque chose de complètement opérationnel aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de la recherche. Très bien, merci. Donc une autre question d'un auditeur qui se demande si, dans le cadre de travaux de rénovation, est-ce qu'il est possible de faire les mesures avant et après travaux de rénovation pour en évaluer finalement le bénéfice? Alors, c'est quelque chose qu'on a fait surtout, et c'est comme ça qu'on envisageait la méthode initialement. Aujourd'hui, on le préconise un peu moins, dans le sens où déjà il y a la question du coût du test, qui est évidemment que si on fait un test avant travaux et après travaux, ça va doubler le coût du test. Mais c'est surtout qu'on a un certain nombre de problématiques sur les maisons avant travaux qui sont liées à l'installation électrique en fait. Pour pouvoir réaliser le test, il nous faut une puissance sur une maison avant travaux qui soit relativement importante pour pouvoir mettre la maison en chauffe, et surtout, que ce soit de l'avant ou de l'après travaux, il nous faut une installation électrique qui soit aux normes, enfin qui permette de réaliser le test en toute sécurité, ce qui souvent n'est pas le cas sur la passoire thermique qui est en voie de rénovation. Donc ce qu'on préconise sur ces types de bâtiments aujourd'hui, ce serait plus des approches avec justement des flux-mètres, éventuellement de la thermographie infrarouge, et c'est un peu le sens de ce qu'expliquait Laure dans la présentation précédente. C'est que dans la logique qui est celle du diagnostic multicritère, on va pouvoir venir utiliser ces outils pour auditer le bâtiment, avoir une idée plus précise de son état avant rénovation, qui va nous permettre d'évaluer un gain et aussi de préciser le programme de travaux éventuellement. Très bien, merci pour cette réponse. Une autre question qui concerne le nombre de prestataires qui sont habilités à mettre en œuvre la méthode, et quels sont les critères pour qu'un bureau d'études puisse la mettre en œuvre? Alors aujourd'hui, ces prestataires, donc c'est en très très grande majorité des opérateurs de perméabilité à l'air. C'est le public vraiment qu'on a visé dès le début, sachant que cette méthode devient vraiment intéressante lorsqu'on la mutualise avec ce test de perméabilité à l'air, pour les raisons que j'ai expliquées. Aujourd'hui, donc, on a un peu plus de 50 professionnels qui sont formés. En fait, on a fait un appel à manifestation d'intérêt dans les réseaux de ces professionnels dans le projet Sereine 1, qu'on a revenu compléter dans le projet Sereine 2, et qui ont donc suivi des formations dispensées par le consortium pour être en capacité de déployer la méthode. Là, on est vraiment dans le cadre de ces projets de recherche. Si la méthode venait à se déployer à titre contractuel, enfin hors projet de recherche, il y aurait évidemment des actions de certification et de formation complémentaire qui seraient entreprises auprès des professionnels, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on est toujours en train de réfléchir aujourd'hui. Ok, très bien, merci. Alors, une autre question, très technique également. Dans la méthode Sereine, est-ce que vous identifiez des paramètres dynamiques également? Alors, on l'a montré, on est sur une méthode d'identification dynamique avec des réseaux RC qui sont utilisés.
Nous, ce qu'on utilise actuellement dans les méthodes sereines, c'est uniquement un paramètre statique qui est le coefficient de déperdition en watts par Kelvin qu'on traduit en UBAT. Mais on n'identifie pas que ça, en fait, on identifie aussi des capacités. Et aujourd'hui, même si on ne les utilise pas dans le cadre du projet Sereine, on a un certain nombre de projets de recherche qu'on envisage. On a fait quelques actions en ce sens, où on envisage justement de réutiliser ces capacités identifiées pour permettre, par exemple, une meilleure modélisation du comportement énergétique du bâtiment, par exemple pour des problématiques de confort d'été où on sait que l'inertie peut avoir un impact important. Donc là, on est vraiment dans le domaine purement de la recherche, mais c'est des choses qu'on regarde. Ok, très bien. Alors, il y a une question qui vient d'arriver également. Alors, la méthode sereine concerne l'enveloppe, mais aussi les systèmes énergétiques. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la partie sereine sur les systèmes énergétiques, justement? Alors, j'en avais dit un petit mot sur la slide, d'introduction sur les 2 volets. Donc, cette méthode dédiée au système énergétique, hein, c'est pas vraiment comme la méthode enveloppe, on est vraiment sur une logique de commissionnement, en fait, où on va venir vérifier le bon fonctionnement des systèmes sur les 5 usages. Et en fait, l'opérateur de mesure, hein, qui est le même que celui qui réalise la méthode enveloppe, va être guidé par une application qui est déployable sur Android, enfin sur tablette ou téléphone, et qui va lui indiquer, selon ce qu'il a renseigné sur les caractéristiques du bâtiment, quelle vérification effectuer en priorité. Donc ça va le guider dans ses vérifications et après ça va traduire ça sous la forme d'un indicateur qui est un indicateur de complétude qui montre le nombre de vérifications qui ont été réalisées sur le nombre de vérifications totales possibles et qui va expliciter pour chacune de ces vérifications si des défauts ont été observés. Ok, très bien, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de notre webinaire tel qu'on l'avait programmé. Donc encore une fois, toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre en temps réel recevront une réponse personnalisée. Donc je vous rappelle que le support de présentation sera disponible ainsi que le replay de la matinée. Voilà, il me reste à remercier tous les orateurs et également tous les auditeurs qui se sont connectés ce matin et à vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire proposé par la direction de la recherche du CSTB. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.